Ceux qui s'attendaient à la fumée blanche qui s'échapperait de la chapelle de l'opposition, annonçant l'effectivité d'une liste unique pour les prochaines législatives, auront attendu en vain. L'actualité ces dernières semaines aura révélé une guerre de leadership qui a eu raison de la liste unique en leur sein. Sans plus trop garder le suspense, le parti Union sociale libérale annonce qu'il alignera ses candidats sous ses couleurs. Lui, qui pourtant professait sa foi en une liste unique, comment comprendre sa nouvelle posture? Quelles sont les chances de cette opposition présente au pluriel à ces législatives, elle qui semble voir aussi un danger venir au soir du scrutin, l'interprétation de l'article 242 du Code électoral? Sa descente à la Cour constitutionnelle cette semaine en dit long sur ces inquiétudes qui pourraient demeurer vu que Joseph Djogbenou, le président de la Cour, garde le suspense. Autant d'actualités que nous allons parcourir avec notre invité ce dimanche. Géraldo Gomez, bonjour. Bonjour, Satine Diosso. Vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques de l'Union sociale libérale. Vous revenez sur le plateau après 3 semaines, parce que les lendemains de votre passage par ici ont été des lendemains d'abord de lutte fratricide, entre partis de l'opposition, de déchirement pourrais-je dire aussi, puisque je l'annonçais, une liste unique c'est désormais plus qu'improbable. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Sans langue de bois. Géraldo Gomez, déjà, oui, cette émission là commence avec un peu de retard. Certainement, vous aurez un mot à placer là-dessus à nos auditeurs avant qu'on ne continue. Non, juste toutes les excuses pour ce démarrage avec ce retard. Donc on va essayer de rattraper assez rapidement, si vous le permettez, Satine Diosso. Il y aura une liste unique de l'opposition. Vous l'affirmiez encore le 6 janvier dernier sur ce plateau. Qu'est-ce qui n'a plus marché pour que l'USL décide de faire cavalier seul? D'autres ont-ils refusé de se soumettre à l'arrogance de l'argent? Parce qu'il paraît qu'à l'USL, vous n'avez d'argument que de billets de banque. Mais en fait, on n'a jamais dit de façon mordicus qu'il y aurait une liste unique. On a toujours dit qu'on travaille à ce que cette liste unique existe. Ce travail-là est effectif. Il était effectif quand on en parlait. Il était effectif quand on en parle. Il faut dire à la vérité que c'était en réponse à la demande expresse des populations de voir l'opposition unie. C'est comme un devoir donné à l'opposition par les populations. Il faut essayer de résoudre cette énigme, cette équation soumise par les populations et le cas échéant revenir devant les populations pour dire voilà, le devoir de maison que vous nous avez donné, nous l'avons réalisé jusqu'à telle proportion ou en totalité ou partiellement. C'est cela la réalité, mais toujours est-il que l'opposition se reconnaît comme opposition. Il n'y a pas de défection au sein de l'opposition en tant qu'ensemble opposition pour parler des listes qui iront aux législatives. Il faut qu'on se clarifie les situations effectivement pour que nos populations qui nous ont demandé un travail sachent exactement à quoi s'en tenir. Le travail qui a été fait jusqu'à un certain niveau. Et chaque membre de l'opposition s'est donné comme mission de travailler en sorte de pouvoir faire le maximum par lui-même. Le maximum par lui-même, vous connaissez l'expression, qui peut le plus pourra le moins. En se mettant dans cette posture, nous sommes en capacité de répondre aux demandes des populations. Combien de listes il y aura? Ici même, le 16 septembre dernier, je disais un bloc ou deux, c'était ce qui était annoncé, mais ça veut dire qu'on n'était pas dans l'hypothèse absolue d'une seule liste. Il y avait la possibilité d'en avoir deux si les choses n'avançaient pas. Mais toujours est-il que l'opposition se reconnaît en tant qu'opposition et que chaque composant de l'opposition doit travailler entièrement pour faire en sorte que toute l'opposition gagne. En introduction tout à l'heure, vous disiez que l'USL a annoncé qu'elle irait sous sa propre bannière. Je mets au défi quiconque de pouvoir sortir un communiqué de l'USL prétendant cela. Mais on a entendu, on a suivi des communications dans les journaux tout au long de la semaine. Les journaux ne sont pas les instances du parti. Les journaux peuvent dire, peuvent écrire, les réseaux sociaux peuvent faire courir les bruits qu'il faut, qu'ils veulent. Aucun communiqué, aucune instance officielle de l'USL n'a jamais dit que l'USL décidait de claquer la porte des négociations et d'y aller seul, puisque en le disant, ça se rattache aux autres expressions que vous avez évoquées, arrogance, arrogance de l'argent, on veut soumettre les uns et les autres par rapport à l'argent. Non, chacun a sa méthode, chacun a
a son vocabulaire, chacun a sa façon de voir l'actualité, d'analyser les choses et de s'exprimer. Ce n'est pas notre façon de nous exprimer à l'USL. Ce n'est pas notre façon de voir les choses à l'USL. Nous avons parcouru, nous avons tenu, nous sommes restés dans toutes les négociations jusqu'au bout. Nous ne pouvons parler que de l'USL. Nous sommes restés jusqu'au bout dans toutes les négociations. Mais comme vous le voyez, ça ne peut pas sortir de nulle part. Toutes ces expressions que vous évoquez, ça ne peut pas sortir de nulle part. Ça sort forcément donc de quelque part. Et si ça l'est, c'est que c'est l'USL qui est en viseur, mais ce n'est pas un souci en soi. C'est le combat politique. Nous le prenons comme tel et nous savons où nous allons. Nous savons quels sont les combats qui sont ceux de l'opposition et nous les menons non pas au nom de l'USL seul, mais au nom de l'opposition, parce qu'au nom des peuples de l'opposition qui veulent que quelque chose change. Nous ne sommes plus dans les détails. Nous sommes dans cet objectif unique désormais parce que le temps presse, les dates sont connues, le calendrier électoral est connu. Il ne faut plus qu'on perde beaucoup de temps à parler de ces petites querelles, de ces jeux de mots, de ces pics de mots. Les populations n'attendent plus ça. Vous dites qu'il n'y a pas encore de communication venant officiellement de l'USL annonçant sa présence aux législatives sous ces couleurs. L'USL n'était quand même pas à la dernière sortie de l'opposition. Et après la sortie de Vidolé, il y a eu Soglo présent, sans le représentant de l'USL. On a entendu après ça que Soglo père, la famille Soglo aurait rejoint la FCBE dans cette aventure. Vous parlez des négociations jusqu'au bout. Est-ce que ça dit que les négociations ont abouti? On est déjà au bout de ces négociations. Mais je suis un peu peiné parce que vous parlez de la sortie du 16 janvier à Vidolé avec, à l'initiative du président Soglo qui avait prévu parler du code électoral. Il faudrait qu'on restitue les faits. Les faits sont têtus. Je ne ferai pas d'autres analyses là-dessus, je retrace juste les faits. Et chacun pourra tirer les conclusions lui-même. Pourquoi l'USL n'était pas... Dès le 8 décembre 2018, il y a eu un conseil national de nos partenaires FCBE à Savet. Il y a eu un communiqué à la sortie de ce conseil national qui indiquait que les FCBE allaient seuls et qu'ils demandaient à toutes les forces de l'opposition qu'ils souhaitaient de les rejoindre sous leur bannière. Ça, c'était le 8 décembre 2018. On n'a pas eu un tollé pour dire les FCBE ont décidé d'y aller seuls, pourquoi, ainsi de suite. Mais c'est un fait. On vous dira autant à cette sortie de l'opposition avec l'USL toujours à Vidolé, où on a entendu le premier délégué général du parti dire que l'opposition unie derrière l'USL. Vous n'avez pas bien écouté ce qui a été dit alors. Mais je vais le rappeler aux auditeurs. C'est venu une semaine après donc, le Conseil national de FCBE, où ce qui a été dit le 15 décembre à Vidolé, au congrès de mise en conformité de l'USL, ce n'était pas de dire que l'USL a décidé d'y aller seul. Non. La liste USL a été choisie par des personnalités, par des dirigeants politiques, comme une liste à soutenir ensemble au sein de l'opposition. Vous reprenez toutes les communications, c'est cela qui a été dit. Ce n'est pas l'USL qui a décidé d'y aller seul. Un peu plus tard, 2 semaines plus tard, 29 décembre 2018, les FCBE ont tenu à nouveau un congrès de mise en conformité. Nous avons réédité les mêmes expressions avec une allocution unitaire prononcée par l'honorable Arossi. Donc voilà les faits. Vous ne trouverez nulle part un communiqué, une décision de l'USL disant « Nous fermons la porte des négociations, nous avons fini de discuter, tout le monde est derrière nous, nous soumettons tout le monde et nous y allons sous nos propres couleurs. » Non. La liste USL a été choisie pour être soutenue par les militants de l'opposition, des partis d'origine qui sont concernés par cette démarche-là. Vous savez même que dans le cadre légal où nous sommes, il n'y a même pas de possibilité d'alliance de partis. Donc ce sont des responsables politiques qui ont appelé leurs militants à soutenir la liste USL. Ce mot d'ordre continu est-il toujours de mise aujourd'hui? Les populations de l'opposition sont toujours dans cette démarche-là. Quand on dit population de l'opposition, ces populations, est-ce que ça il faut qu'on soit assez clair. Les clair. forces Point Bénin émergent, le parti FCBE toujours. Mais écoutez, vous savez, la composition ou la recomposition du paysage politique est très mouvant. L'USL est un des derniers partis nés sur l'échiquier politique qui a donc forcément puisé dans l'existant de gens qui étaient de tels partis qui ont préféré maintenant faire route commune avec les militants de l'USL. Donc c'est normal qu'à l'intérieur de l'USL, on trouve un peu de tous les militants d'anciens partis existants. Mais en plus de cela, comme je vous le disais, le 15 décembre dernier à Vidolé, ce sont des personnalités appartenant à des partis politiques reconnus
même si juridiquement, quelques-uns de ces partis ont eu quelques soucis avec le pouvoir en place, mais ce sont des personnalités, des responsables politiques qui ont appelé tous les militants qui leur sont encore fidèles à soutenir la liste unique. Et ceci est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, donc Soglo-Père continue de vous soutenir, Soglo-Mère continue de vous soutenir. C'est ce que je vous dis, l'appel a été lancé. Est-ce que vous avez entendu un autre appel? Nous ne sommes plus dans ces détails-là, nous sommes dans la vision globale désormais. Nous sommes face à des responsables politiques majeurs qui ont donné une parole. Mais quelle que soit la situation, c'est ce que je rappelais dès le début, quelle que soit la situation, chaque membre de l'opposition, et donc l'USL, travaille individuellement à faire le maximum pour l'opposition. S'il faut y aller pour répondre de ce qui va se passer au nom de l'opposition, il faut répondre à cette attente des populations. C'est la seule chose qui compte. Ce n'est pas les personnes qui comptent. Ce sont les attentes des populations qui veulent qu'on réussisse à prendre d'assaut l'Assemblée nationale pour pouvoir arrêter la misère que l'exécutif crée en s'associant ou en se soumettant à l'Assemblée nationale. Ces négociations, les négociations qui continuent, puisque vous êtes en train de le dire, semblent interminables. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait que finalement, vous ne vous levez pas de cette table de négociation en disant désormais clairement on y va avec une liste ou avec deux listes? Parce qu'il y a beaucoup de bruit qui court, que par exemple, ce qui fait durer, ce qui fait capoter les négociations, ce serait une certaine boulimie au niveau de l'USL qui voudrait plus de têtes de liste, plus d'élus sur les... Oui, vous voyez, et là non plus, vous n'aurez aucune signature de ce qui se dit là. Ce que vous venez de rappeler, vous n'aurez aucune signature. C'est des choses qui se disent dans des chapelles. On a rencontré plusieurs acteurs de cette opposition. Mais ce que je veux dire, aucun acteur ne sortira publiquement pour dire ceci, parce qu'ils savent que ce qui est en train d'être distillé n'est pas la réalité. Je mets au défi quiconque de sortir, et de sortir officiellement au nom d'une chapelle, quelle qu'elle soit, pour dire « nous soutenons que l'USL est frappé d'une boulimie qui demande X têtes de liste ou ainsi de suite. » Oui, ça nous a fait rire, mais très amer. Parce que dans ce pays, le Bénin, il n'y a que 24 têtes de liste. Il y a 24 circonscriptions, donc il y a 24 têtes de liste. Et on dit que l'USL en demande 43. Comment cela se peut? Alors que dans les mêmes négociations, le premier principe qui a été posé par l'USL et par son président d'honneur, le président Sébastien Adjavon, c'était de tout faire pour que tous les partis politiques qui s'engagent dans cette négociation s'engagent aussi à dire que tous les députés de la minorité parlementaire qui ont bataillé, qui se sont sacrifiés pour que nous ayons le résultat que nous avons aujourd'hui, soient positionnés pour être renvoyés à l'Assemblée nationale. Ils sont 19, 20. Si donc ce principe est accepté par tous et posé par l'USL, et tout le monde le reconnaît ça veut dire qu'il y a quand même déjà 19 ou 20 députés qu'on doit positionner en pole position pour pouvoir retourner à l'Assemblée. Sur les 24 circonscriptions, il en reste combien pour que l'USL en réclame encore 43? Donc il faudrait qu'on fasse la part des choses entre intoxication et information. Et quand c'est une information, on sort officiellement et on dit telle personne, tel groupe politique est en train de se comporter de telle façon. Si ce n'est pas fait, essayons d'accompagner nos populations à faire la distinction entre les intoxications et les informations. Qu'est-ce que l'USL, le parti, est prêt à consentir comme sacrifice pour accéder à cette demande de la population de voir les partis de l'opposition sur une liste unique? Jusqu'où l'USL, le parti, peut-il aller? Écoutez, si je me mettais à vous dire exactement ce que l'USL a déjà consenti, vous vous rendrez compte que non seulement... Allez-y, si vous ne le faites pas, les bruits le diront. Vous savez les bruits. Oui, vous savez... D'où ça vient? Les bruits, c'est ça la difficulté. Personne ne veut assumer officiellement qu'on dit ça. Alors que dans les coulisses, quand vous les rencontrez, c'est ça qu'on vous dit. Personne ne veut assumer, mais personnellement, nous, à l'USL, nous essayons de garder la mesure des choses parce que nous pensons toujours à demain. Nous pensons aux souffrances qui sont celles du peuple. Ce n'est pas venir jeter X ou Y en pâture qui consiste à faire de la politique. Mais nous tenons aux faits. Nous voulons rappeler les faits. Nous voulons rappeler ici, à l'occasion de votre question, que l'USL a consenti énormément de sacrifices. Vous avez parlé... Du nord jusqu'au sud, en laissant, puisque la question essentielle, en dehors du fait que tout le monde est d'accord pour prendre d'assaut l'Assemblée, il reste à régler comment on y va. C'est-à-dire la répartition des forces en présence. Et telle que l'opposition est composée aujourd'hui, il y a, je ne vais pas parler de fief, mais il y a des zones où l'une ou l'autre composante de l'opposition ont des positions dominantes. Donc c'est sur cette clé, c'est sur cette base
que les propositions devaient être faites pour qu'on aille ensemble vers à cet assaut de l'Assemblée. Les concessions ont été énormes, que ce soit dans le Nord, où nous avons considéré que des partenaires comme les FCBE, avec le président Yahya Boni, ont une position dominante, évidente. Cela ne se discutait même pas. Nous n'avons rien discuté de ce côté, en plus du premier principe, rappelez-vous tout à l'heure, que nous avons posé et qui a été accepté par tous, qui est de tout faire pour que les députés de la minorité parlementaire, les 19 ou 20, puissent être positionnés pour retourner à l'Assemblée. Nous avons fait des concessions jusque dans le plateau, où vous savez très bien que le président Sefoufa Koungoum, tenant la main du président Adjavon lors des dernières présidentielles, c'est comme une transmission de flambeau. Ils ont tous les deux fait un score très très honorable dans ce département, mais l'USL a consenti pour que la cohésion se fasse. L'USL a accepté de s'éclipser. Donc ce sont des réalités qui sont là, que nous ne décidons pas de mettre tout de suite sur la place publique. Même dans le Monokoufo, figurez-vous qu'on estime que l'USL n'a pas forcément de préséance et que l'USL n'a pas non plus, Régime B a dit, ok, si c'est ce qu'il faut éventuellement pour avancer, réfléchissons-y. Mais attention, celle-ci est une élection, il y en aura d'autres. Patientons. Le travail interne a été fait. Donc, vous voyez, quand vous posez la question à justice, quelles sont les concessions? C'est comme si c'est nous qui en demandions trop, et je vous ai fait la démarche arithmétique, et vous devez concéder cela désormais. Que la démarche arithmétique dément totalement tout ce qui a été dit jusque-là. Ce n'est pas faisable. Il n'y a que 24 circonscriptions. On ne peut pas en demander, on ne peut pas demander 43 têtes de liste. Qu'on arrête. Qui bloque alors? Qui en demande plus? Ce sont les faits que je vous ai exposés, que chacun voit ce qu'il a fait, mais on ne va pas s'en tenir à cela. La question de logo, monsieur Gomez. La question de logo, mais écoutez, là, il faut revenir à la charte, à la nouvelle charte des partis politiques, qui dit clairement que l'objectif qui était notre objectif premier, à tous les partis de l'opposition, hein, qui était de créer un nouveau parti unifié, avec toutes les composantes, ne pouvait prendre un des éléments de l'un des partis existants enregistrés au ministère de l'Intérieur. C'est la charte qui nous l'impose. Donc pour créer ce nouveau parti unifié, l'une des composantes, c'est-à-dire on ne peut pas prendre une partie du logo de l'un plus l'autre pour le faire, ou le nom de l'un pour le faire. Non. Il fallait que l'identité, que ce soit dans le nom ou dans le logo, de ce parti unifié ne rappelle rien d'un parti existant enregistré. Ce qui suppose que pour pouvoir le faire, il faut que les anciens partis se dissolvent avant de pouvoir créer ce nouveau parti et reprendre éventuellement un des noms existants. C'est une démarche objective. On ne peut pas se cramponner à son logo si on rentre dans une démarche de création d'un nouveau parti. La loi l'interdit. Donc pourquoi est-ce qu'il faut maintenir les négociations, les discussions face à quelque chose qui est interdit par la loi? Sauf si on ne veut pas avancer. Ça me rappelle une anecdote que nous racontait l'honorable Dassondo à une réunion de l'Union africaine où le colonel Kadhafi rappelait l'exigence de l'unité de l'Afrique. Et le président Bongo, père à son âme, de lui répondre: nous sommes d'accord tous, et moi-même je suis d'accord, pour que l'unité de l'Afrique se fasse. Mais le Gabon tient à sa constitution. C'était une façon de dire, on n'est pas prêt. Donc la loi dit qu'on ne peut pas récupérer un des éléments existants pour créer un nouveau parti. Il faut s'y conformer et avancer si on veut avancer. À moins que tout le monde accepte s'aligner sous la bannière d'un parti. Tout le monde peut accepter de s'aligner derrière une bannière unique. Mais ça veut dire que il faut aussi que ce soit clair pour tout le monde et que les critères pour retenir cette bannière-là soient acceptés de tous. Il ne s'agit pas qu'une personne ou un groupe ou un parti se lève pour dire « moi j'y vais seul, tout le monde derrière moi ». Non, nous n'avons jamais été dans cette démarche. Si nous avions été dans cette démarche, ce qui s'est passé le 15 décembre, vous n'auriez pas vu. Vous n'auriez pas entendu des responsables politiques, des personnalités appelées à soutenir la liste. Vous seriez allé les démarcher.
Oui, ça, c'est les bruits de couloir. Si cela vous convient, c'est vrai que cela fait mouche dans les populations, mais nous ne nous attardons pas à venir corriger chaque bruit de couloir, puisque apparemment, l'USL est la tête de turc de tout le monde, peut-être, mais nous savons quelle est la réalité, et les partenaires, eux, savent quelle est la réalité. Nous travaillons auprès des populations pour leur dire exactement quelle est cette réalité, c'est que nous n'avons jamais rien imposé à personne, et que la décision de ces personnalités politiques et de ces responsables politiques de soutenir la liste USL, c'est justement parce qu'ils ont tous apprécié le fait que l'USL est resté dans les négociations, dans le respect de chacun, et qui se sont dit c'est un partenaire fiable. C'est cela qui a poussé à cette décision et à ce choix-là. Elle ne s'est pas imposée, l'USL ne s'est imposée à personne, n'a démarché personne. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que les mêmes responsables, les mêmes personnalités dont je parle continuent d'être démarchées par d'autres personnes qui se disent partenaires. Que cela se fasse, ce n'est pas un problème, mais nous prenons acte de ce qui se passe. Cela nous permet d'apprécier, de juger l'effectivité de la sincérité de chacun. Mais ce qui nous importe encore une fois, ce sont les demandes, ce sont les attentes des populations. Nous allons y répondre en tant que USL, avec les partenaires qui sont là, mais d'abord en tant que USL, parce que, comme je vous l'ai dit, la mission de chaque composante de l'opposition et donc de l'USL, c'est de tout faire comme s'il devait répondre seul à toutes les attentes de l'opposition, et ainsi, qui peut le plus pourra le moins. Tout ça se fait alors que le calendrier électoral est connu. La Sénat l'a publié récemment. Vous gardez un œil là-dessus pendant que les négociations continuent, pendant que vous dites chacun travaille comme s'il allait seul. Si les négociations aboutissent plus tard, on avisera. Comment envisagez-vous déjà 28 avril 2019 avec ce calendrier que la Sénat a publié? Écoutez, on a pris connaissance effectivement du calendrier et nous travaillons donc à nous y conformer. Vous voyez que si on devait attendre la fin des négociations, des discussions éventuelles, et avant de commencer à travailler pour correspondre au calendrier, le temps serait vite parti et les populations ne nous le pardonneront jamais. Donc effectivement, nous tenons compte du calendrier qui a été communiqué. Nous nous apprêtons pour correspondre à tous ces éléments, notamment à la mise à disposition du quitus fiscal, où il y a beaucoup de difficultés actuellement. Évoquons-les, puisqu'on en parle déjà. Le quitus fiscal, ça fait partie des inquiétudes des partis de l'opposition, puisque le quitus est délivré par le directeur général des impôts ou son adjoint. Ou son adjoint, mais désormais, la technologie est appelée au secours pour pouvoir répondre à cette demande-là. Et là aussi, là encore, il y a quelques difficultés. Parce que les demandes sont déposées en ligne. Les demandes sont faites en ligne. Aucune demande n'est acceptée. Voilà. Il y avait une cellule, on va dire une salle d'aide aux populations qui étaient installées, mais dont les activités ont été physiques, je veux dire, au ministère, à la direction des impôts, pas au ministère, mais qui a été suspendue parce que il y a quelques couacs. Il y a que quelques couacs au sein de cet outil technologique. Il faudrait qu'on voit très vite le bout du tunnel pour savoir exactement comment est-ce que les potentiels candidats doivent se comporter. Nous avons sollicité une audience qui est accordée par la Direction Générale des Impôts pour comprendre un peu comment cela va se passer. C'est en début de semaine, mardi je crois si je ne me trompe, puisque nous avons demandé une autre audience également à l'ERTB qui sera lundi, après avoir parcouru le Corse, l'EPI, la Sénat et la Cour constitutionnelle. Donc nous sommes en train de faire cette tournée des institutions pour marquer notre présence, comprendre comment les choses vont se passer et savoir quelles sont les règles de jeu pour que tout le monde soit au fait de comment il doit se comporter, comment il doit rassembler ses dossiers pour pouvoir compétir tout simplement. Nous avons cette difficulté-là, nous relevons cette difficulté, nous aurons le temps, l'occasion d'en parler avec les... qui se limite pour le moment à l'ordre technologique. À l'ordre technologique, c'est juste... Il n'y a pas encore une mauvaise volonté de responsables en charge au niveau des impôts. Ils ont empêché X et Y d'avoir le quitus. On n'a empêché encore personne, mais pour le moment personne là encore. C'est ça le problème, c'est que la technologie est un frein aujourd'hui. Tout a été fait au départ, on avait dit, vous l'avez rappelé à juste titre, que c'était le directeur général des impôts ou son adjoint qui devrait signer ce quitus fiscal-là. Mais on se rend compte à l'épreuve qu'il sera impossible pour ces deux concitoyens de s'adonner à cette tâche, eux seuls, pour autant de demandes
qui risquaient de leur venir. Et donc, on a pensé à l'outil technologique pour faciliter les choses. A priori, ce n'est pas encore au point, pas totalement au point. On prendra l'occasion que nous accorde la Direction générale des impôts pour en savoir un peu plus, pour pouvoir éclairer les populations sur ce qui se passe et sur les conditions dans lesquelles on veut que la compétition se fasse. La technologie, oui, mais il est dit qu'il faut qu'il y ait quand même, il n'y a pas encore eu un autre mode d'ordre informant la population qu'on peut désormais avoir des documents qui ne seraient pas signés du DG, impôts ou DGA. Non, ce n'est peut-être pas la signature physique, le DG sur son bureau qui va vous signer, vous, personnellement, son quitus. C'est peut-être ça qui va changer. Il y aura une signature électronique qui sera apposée sur le document qu'on va vous donner, puisque ce qui est proposé là, c'est que vous allez sur Internet. Vous vérifiez si vous avez déjà un numéro IFU, vous vérifiez si votre numéro est bien enregistré dans la base. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander votre IFU jusqu'au 31 janvier. Vous avez ce délai-là pour le demander. À partir du moment où vous avez votre IFU, vous passez sur un deuxième site qui est quitus.info.bj pour demander votre quitus fiscal. Et là, lorsque la demande est envoyée, on vous renvoie une réponse pour vous dire un lien vous sera envoyé bientôt pour télécharger votre quitus. Si vous n'avez pas quelque chose à payer dans le temps, mais on vous refait votre tableau éventuellement. Mais c'est cette attente qui se rallonge et on ne sait pas encore ce qui se passe. En temps, on sollicite une aide des services de la Direction générale des impôts pour savoir exactement comment ça se passe, aussi bien pour obtenir l'IFU pour ceux qui n'en auraient pas encore, et pour savoir quels sont les délais, les étapes, pour pouvoir régler ce qu'on doit à l'État éventuellement si on en doit, et si on n'en doit pas, à quel délai on peut avoir enfin le lien pour télécharger son quitus fiscal. Tout ça doit se passer en ligne. Donc c'est cela, il n'y aura pas le DG à qui vous donnerez votre quitus qui va vous le signer pour que vous passiez physiquement. Et parlant de quitus, l'assiette est composée de quels impôts? Je reste au pluriel parce que on semble comprendre que c'est tous impôts. C'est ce qui se dit. C'est pour cela que nous avons demandé cette audience, pour aller comprendre, pour aller savoir de façon précise ce qui se passe. En tant qu'acteur politique majeur, quand même l'USL, pour aller poser la question. Nous avons fait cette demande-là au nom de l'opposition. Donc c'est ensemble que toute l'opposition ira pour s'enquérir de ce qu'il en est réellement. Donc à la sortie de cette audience, on pourra informer, si on a les réponses, on pourra informer officiellement pour dire voilà ce qui nous a été dit, voilà les réponses qui ont été apportées à nos questions, si on nous répond. Vous êtes engagé sur la route législative 2019. Vous décryptez les panneaux de signalisation que vous rencontrez, que ces panneaux soient dans le code parlant de l'article 242 ou hors code parlant du quitus fiscal. Vous étiez à la Cour constitutionnelle cette semaine, oui, au sujet de cet article 242. Vous êtes sorti, on a écouté donc la Mabalo du bureau de l'USL qui dit que vous n'avez pas été satisfait de la réponse apportée par le président de la Cour constitutionnelle. On n'a pas été satisfait. Vous étiez surpris? N'est-ce pas une consultation que vous demandez à Joseph Diogouenou qui en lui seul ne représentait pas la Cour constitutionnelle? Non, ce n'est pas une consultation que lui demandait, ce n'est pas un cabinet, la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est une institution de régulation. Mais lorsque vous saisissez, vous saisissez pas la Cour officiellement pour que les conseillers se réunissent au sujet de votre requête et que vous allez rencontrer le président pour avoir son interprétation? Ben, figurez-vous que cette Cour s'est déjà prononcée sur le code électoral puisqu'elle l'a jugé conforme à la Constitution. Ce code lui a été soumis et donc elle a dû étudier dans tous ses compartiments le code électoral en question. Et donc si on lui demande son avis, en quoi est-ce qu'elle a pensé que cet article 242 est conforme à la Constitution et permet de garantir la stabilité du pays, puisque c'est cela la conformité à la Constitution. Il ne faut pas qu'une loi ou un article d'une loi vienne mettre en péril la stabilité. En quoi est-ce que vous avez estimé que cet article 242 permet de garantir la stabilité de nos institutions? Puisque, à notre avis, l'ayant lu dans tous les sens et ayant pris des avis, nous n'avons pas encore compris ce que le législateur souhaite dire. Quelle est l'interprétation que vous faites de cet article? Puisque le président de la Cour le disait, qu'il n'a entendu jusque-là aucun parti politique faire son interprétation de l'article 242. Vous me permettez de dire que ce n'est pas à partir de ce que le président de la Cour a dit que la réflexion commence. La réflexion est antérieure à sa réponse. Et c'est parce qu'il y a eu une réflexion antérieure à sa réponse qu'il n'a pas souhaité répondre. Je tiens à rappeler que lorsque nous étions allés à la Cour, ce n'était pas par rapport à ce seul article. Il y avait 11 questions qui étaient posées à la Cour constitutionnelle. Nous n'avons eu de réponse directe à aucune. La posture du président de la Cour constitutionnelle était de dire la Cour ne se prononce que par décision. Ce qui n'est pas faux.
C'est totalement exact. La Cour se prononce par décision, mais l'une des décisions justement déjà prises par la Cour, c'est de dire que ce code électoral est conforme à la Constitution. Et c'est cela que nous sommes venus interpeller pour dire, attendez, vous êtes le régulateur, vous êtes l'arbitre, vous êtes désigné comme juge du contentieux. Rappelez les règles du jeu avant que le jeu ne commence. Rappelez les règles du jeu. Ce n'est pas une décision à sortir, ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas une consultation. Et pour donner une image, c'est comme si le président de la Cour constitutionnelle nous disait « Finissez le jeu, je vous dirai après si vous aviez bien compris les règles. » Non, si on veut que le jeu soit beau, que la compétition soit belle, la seule chose que nous demandions, c'est rappeler à tous les règles de la compétition. Rappeler à tous si on a le droit de placarder partout dans les villes du Bénin des affiches 3 par 3 par 4, je ne sais plus quelles sont les dimensions, aux couleurs de telle ou telle autre partie du bloc, des blocs de la mouvance présidentielle. Est-ce que c'est normal? Dites-nous, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, si ce que nous observons par rapport à ce qui est prévu par la loi pour la présence des partis politiques au sein des bureaux de vote, est-ce que cela permet de garantir la stabilité? C'est pas lui qui a voté la loi. Mais c'est lui qui les a reconnus. Enfin, lui, pas lui, personne, je parle de l'institution, qui a reconnu ces lois conformes à la Constitution. Est-ce qu'il est interdit, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, aux partis de l'opposition d'avoir des représentants au sein des bureaux de vote? Peut-être que... C'est la Sénat qui désignera oui, par appel à candidature. La Sénat désigne 3, le président, les 2 assesseurs qui vont l'accompagner. C'est vrai qu'entre-temps, il y avait un représentant de la minorité. Mais ce sont eux qui signeront les procès-verbaux, plus les représentants des partis. Mais il est dit également qu'il n'est pas interdit aux représentants de partis politiques qui viendraient de ne pas apposer leur signature sur les procès-verbaux. Mais ce sont autant de choses. Où est-ce que c'est écrit dans la loi? C'est autant de questions. Nous ne sommes pas dans les suppositions, dans les bruits de couloir. Nous n'allons pas organiser une opposition en nous contentant juste de ce qui est dit sur les réseaux, ainsi de suite. Nous voulons des paroles officielles qui rassurent les populations, qui leur disent oui, voici comment les choses vont s'organiser. Donc vous êtes allé à la Sénat, vous n'avez pas eu l'occasion d'en demander à Emmanuel Tiano? Nous avons posé la question et nous avons même évoqué la question de l'article 242, comment eux ils interprètent, puisqu'ils ont des provisoires aussi à proclamer. La Sénat était un peu embarrassée et nous a renvoyé vers la Cour constitutionnelle. Et docilement, nous avons fait la démarche auprès de la Cour Sénat ne vous a pas rassuré que sur les procès-verbaux, il y aurait les signatures des représentants de partis politiques? Non, ce que dit la loi, c'est pas ça. Ça, c'est clair. Mais on dit il y a un problème. Il y a un problème. C'est voté, il y a un problème. Donc on trouvera les moyens pour garantir la transparence, pour garantir la sincérité de ce qui sera sorti des bureaux de vote par rapport à ce qui sera transmis à la Sénat et plus tard à la Cour constitutionnelle. Quelle est la lecture que fait l'USL de l'article 242? Quelle est votre interprétation? L'article 242 est, disons, en trois volets. Il y a la question de la répartition des sièges, qui est la partie la plus ambiguë. Comment est-ce qu'on se répartit les sièges? Parce que c'est quand même le nœud de la question elle-même. Nous avons les suffrages estimés. Comment on calcule le quotient? Tout ça, c'est assez clair. Si vous voulez, je vous rappelle l'article 242. L'attribution des sièges aux différentes listes en présence s'effectue selon le système du quotient électoral. Le nombre de suffrages valablement exprimés est divisé par le nombre de sièges à pourvoir pour obtenir le quotient électoral de la circonscription électorale. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par ce quotient électoral. Le résultat donne le nombre de sièges attribués à la liste. Les sièges restants sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Maintenant, la question des 10%, seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national se voient attribuer des sièges sans que le nombre de listes éligibles ne soit inférieur à 4. Toutefois, si le nombre de listes en compétition est inférieur à 4, toutes les listes sont éligibles à l'attribution de sièges. Oui. Alors, pour le premier volet, le quotient, on comprend. Si dans votre circonscription électorale, vous avez 100 000 votants et que vous avez 4 sièges à désigner, le quotient, c'est 100 000 divisé par 4, ça fait 25 000. Donc chaque fois qu'une liste a 25 000 voix, elle enlève un siège. Donc voilà. Avant ce nouveau code, c'est le quotient, le reste des sièges était attribué au plus fort reste. Désormais, on a adopté la méthode de la plus forte moyenne.
OK. Ça veut dire que par rapport au reste, au résidu de voix que chacun a, on verra par rapport à la moyenne la plus forte pour attribuer le reste des sièges si le Rubicon de 25 000 n'était pas franchi pour pouvoir attribuer l'un ou l'autre des derniers sièges. Donc ça, c'est assez transparent, c'est assez clair. Là où la confusion commence, c'est la question des 10%. Nous l'avons combattu parce que ce n'était pas, pour nous, constitutionnel, ce n'était pas logique. Le fait d'avoir créé des circonscriptions, les 24 circonscriptions, c'est cela le territoire d'appréciation de l'élection. Mais mettre quasiment une 25e circonscription au plan national pour que chacun ait les 10% avant de commencer à voir si on va avoir droit à l'attribution des sièges, cela est discriminatoire. Mais cela ne nous fait pas peur, puisque la loi a été déjà déclarée conforme. Cela aussi, la question des 10%, nous paraît assez claire. Ce n'est pas sur ce point que nous souhaitions des clarifications. Là où le bas blesse, c'est quand on commence à dire s'il y a moins de 4 listes, tout le monde est éligible et on ne tient pas compte des 10%. Mais si éventuellement il y avait à partir de 4 listes, seules les listes ayant atteint cette barre des 10% sont éligibles. Et puis on rajoute sans que le nombre ne soit inférieur à X. Donc il y a une question qui est induite, qui est que si on prend une hypothèse où il y a 5 listes en définitive sur tout le Bénin, donc il faudra que chacune de ces listes présente des candidats dans toutes les 24 circonscriptions. Dans la vôtre, s'il n'y avait que 2 qui ont atteint la barre des 10% au niveau national, il semble qu'il va avoir la possibilité, au niveau de la Sénat ou de la Cour constitutionnelle, de racheter 2 autres listes pour atteindre la barre des 4 listes à qui attribuer les sièges. Alors que dans le même temps, la question des 10% devait s'appliquer de façon systématique à partir du moment où on a plus de 3 listes. C'est là où il y a des confusions, il y a des interprétations. Et chacun peut interpréter d'une façon ou d'une autre. Et c'est dans ce sens qu'on s'est retourné vers la Cour constitutionnelle pour dire, attendez, monsieur l'arbitre, rappelez les règles. Que ce ne soit pas après avoir joué qu'on dise, voici la règle que moi je retiens pour le faire. Il doit avoir une règle commune avant d'engager la compétition. Ça peut être une interprétation, la nôtre. Celle d'une autre formation politique peut être différente. La Cour nous invite à faire notre interprétation pour qu'elle puisse se prononcer. C'est prévu, nous allons y répondre. Nous allons pousser le bouchon jusqu'au bout pour avoir une parole officielle, pour que la Cour se prononce, pour qu'on sache sur quelle base nous allons dans cette compétition-là, notamment concernant cet article 242 du Code électoral. Puisque la Cour vous a renvoyé, désormais, vous faites quoi? Vous allez à la compétition? La Cour ne nous a pas renvoyé, elle n'avait même pas cette possibilité de nous renvoyer. C'est en tant que citoyen, autant de fois que nous souhaitons la solliciter et en fonction de la disponibilité des membres de la Cour, elle nous recevra et on a l'intention d'y retourner bientôt. Le président de la Cour semblait dire si vous faites un recours, nous allons nous prononcer par décision. Nous allons lui donner l'occasion de se prononcer par décision sur cette question-là aussi. Et vous déposez le recours quand? Alors que le calendrier électoral, là, ça ne vous attend pas? Ce n'est pas une question d'éternité pour traiter un recours. Donc, dès le début de cette semaine, la Cour sera saisie de cette question et devra se prononcer dans les délais qu'elle juge raisonnables. Vous l'avez dit, qu'elle jugera raisonnable, elle n'est pas liée par un délai. Elle peut... si vous voulez dire que la Cour n'est tenue par aucune obligation, cela m'étonnerait, je ne vous suivrai pas sur ce chemin. Toute Cour constitutionnelle qu'elle est soumise aux lois de la République, elle est soumise à un débat républicain. En droit, on parle souvent de délai raisonnable, chacun sait ce que ça veut dire. Ce n'est pas X mois pour répondre à un recours, surtout que c'est lié à un contexte bien précis qu'il urge de régler avant que la compétition ne commence. Ce sont des sages. Est-ce qu'il y a des tests que vous allez opposer à la Cour si elle prenait du temps à répondre à cette requête de l'opposition? Ne soyons pas dans ce fatalisme en disant nous sommes désormais dans un pays où certains peuvent faire ce qu'ils veulent et qu'il n'y a aucun moyen. Il faut faire toutes les analyses, monsieur Oui, Gomez. ce ne sont pas des analyses en fait. Je comprends, hein, je ne mets pas en cause votre expression, mais j'en profite pour parler d'un état d'esprit général. On est tous dans un état d'esprit où on se dit il y a certains qui, en dépit de toute loi, peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent
et qu'il n'y a aucun moyen de les contraindre, ainsi de suite. Ce n'est pas par contrainte qu'on agit. Nous allons poser les actes que nous devons poser. Que chacun se conforme à la loi ou pas, l'histoire est là pour juger chacun. Mais nous devons faire ce que nous devons faire au nom des populations et ainsi nous pourrons juger du comportement de chacun. Il y a la Cour, il y a la Sénat, il y a également le ministère de l'Intérieur. On n'en a pas évoqué. Mise en conformité, oui. Mais on peut ne pas délivrer le récépissé aussi. Non, vous voyez, c'est encore la même chose. Au nom de quoi le ça ne veut pas être des analyses. C'est pas un plaisir. De ce qui se dit que l'USL, si on entend l'USL se positionnait, on n'est pas sûr. Il n'est pas sûr le parti d'avoir son récépissé. Parce que le point d'émergence, le parti non plus n'est pas sûr d'avoir son récépissé. Ce n'est pas le bon vouloir. Quelquefois, c'est qu'il y a quelqu'un qui pourrait finalement décider de qui va en compétition. Mais savez-vous que cette personne décide en fonction de critères connus de tous. Et quand les critères ne sont pas assez clairs, c'est ce qu'on évoquait concernant la Cour constitutionnelle, nous faisons la démarche pour comprendre. Ce qui est demandé, c'est de fournir des pièces administratives pour pouvoir juger si vous correspondez à ce que prévoit la loi. À partir du moment où vous correspondez à ce que prévoit la loi, il n'y a aucune raison. On peut traîner peut-être parce que les questions interpersonnelles ou politiciennes peuvent entrer en ligne de compte, mais ça finira toujours par être donné. En l'occurrence, l'USL a fait sa mise en conformité sans rien modifier à ses tests, sans rien modifier à ses organes dirigeants. Donc tout ce qui a permis au ministère de l'Intérieur de donner le récépissé à l'USL en novembre dernier, rien n'a bougé. Après ce nombre de mois. Après X nombre de mois, c'est ce que je vous dis. N'oubliez pas. C'est ce que je vous dis. Quel que soit le nombre de mois, c'est quand même arrivé. Maintenant, parce que nous avons rempli les critères. Maintenant, il y a les législatives qui sont là. Cela n'empêche pas. L'USL a déjà son récépissé. On n'est pas en train d'inventer un nouveau récépissé pour l'USL. Je vous dis que l'USL n'a rien changé dans ses statuts, ni règlement intérieur, ni charte interne, ni organes, ainsi de suite. La seule chose qui a changé, c'est le nombre de membres fondateurs demandés par la nouvelle loi. Donc, et nous nous y sommes conformés. Il revient au ministère d'étudier chaque document et de faire la procédure pour aller jusqu'au bout. Il n'y a vraiment pas d'inquiétude à ce niveau-là. Il faut qu'on avance. Cela n'empêche pas l'USL de continuer son chemin politique. À l'issue de la mise en conformité, il n'y a plus d'autres papiers que vous attendrez du ministère? Non, on a déjà le récépissé. J'ai entendu certains parler de récépissé provisoire à des niveaux très élevés. Donc, je dis, il faut peut-être lire la loi, lire les documents qui sont délivrés. Nulle part, il n'est parlé de récépissé provisoire. L'USL a son récépissé. Ce que dit la loi, c'est de prévoir deux cas. Il y a ceux qui, après la promulgation de la nouvelle charte, vont créer leur nouveau parti. Voici ce que vous devez faire. Et là, on doit vous donner un récépissé provisoire et après un récépissé définitif lorsque tout aura été vérifié. Et la loi dit, pour ceux qui ont leur récépissé, c'est-à-dire des partis enregistrés, avant que la nouvelle charte n'ait été votée, vous avez juste à vous mettre en conformité. Vous avez un délai jusqu'au 17 mars 2019. Donc en réalité, ces partis ne sont pas en train de se recréer. Ils existent, ils continuent d'exister. Et la loi précise même, si vous ne faites pas la mise en conformité, passez ce délai, vous perdez votre statut juridique. Ça veut dire que le statut juridique existe déjà et continuera d'exister si vous faites la démarche de mise en conformité. Il n'y a cela ne souffre d'aucune confusion, difficulté d'interprétation à ce niveau. Nous allons ouvrir l'antenne tout à l'heure à nos auditeurs. C'est sûr que certains d'entre eux voudront également vous entendre là-dessus. L'USL a son président d'honneur qui est toujours en exil, qui coordonne les opérations certainement depuis là-bas. Comment va-t-il de ces nouvelles, Sébastien Germain-Ajavon? Il va très bien, aussi bien qu'on peut aller étant loin de ces terres, mais il est très impliqué dans l'organisation du parti, dans ce que nous faisons, dans comment nous organisons le travail sur le terrain. Il est très présent, il reste attentif, il est dans les négociations aussi avec les uns et les autres. Et chaque fois qu'il a l'occasion de pouvoir parler à l'un ou l'autre des militants, il le fait, pas plus tard qu'hier encore à Ayara. Donc il va très bien, je tiens à rassurer les militants et dire que cette situation ne peut pas perdurer indéfiniment. Et il n'est pas le seul concerné, il y a d'autres acteurs politiques qui sont concernés par la même situation, l'honorable Dienantin et d'autres. Ne pouvons pas continuer au Bénin de cette façon. Nous avons besoin de tout le monde pour construire ce pays. Et donc nous devons travailler à ce que tout le monde soit présent
pour pouvoir contribuer à cela. La présence de tout le monde, vous parliez tout à l'heure de cette proposition de l'USL d'avoir les députés de la minorité alignés. Valentin Agossou-Dianontin en fait partie de la possibilité pour les exilés de se retrouver sur des listes de l'opposition. Non mais écoutez, tant qu'il n'est pas interdit par la loi, nous avons connu dans ce pays un valeureux citoyen qui a été emprisonné et qui a été présenté. Il suffit juste de voir ce que dit la loi aujourd'hui et de voir avec son appartenance dans quelle mesure il doit pouvoir retourner à l'Assemblée au nom des combats qu'il a menés. Est-ce que vous ne craignez pas que dans la confession des listes, on se retrouve avec des personnes qui pourraient être interpellées par le pouvoir en place, avec tout ce qu'il y a comme machine toutes ces possibilités sont envisagées. C'est pour ça que nous disons, je l'ai rappelé tout à l'heure, que chaque composant travaille de sorte à pouvoir répondre éventuellement au nom de tout le monde pour pouvoir répondre aux attentes des populations. Donc nous irons aux élections avec ceux qui auront tout ce qu'il faut pour pouvoir répondre à cette attente-là. Quand vous dites non, c'est l'USL? C'est nous, USL d'abord. Je parle d'abord au nom de l'USL. Mais nous, en tant que, quand je dis répondre au nom de toute opposition, ça veut dire que chacun travaille à pouvoir faire le maximum pour parer à toute éventualité. Nous ne laisserons pas cette occasion passer. Les populations ne nous le pardonneront jamais. Chacun a reçu cette mission-là, soit de se mettre ensemble. On a évoqué tout à l'heure tous les sacrifices consentis par l'USL. On ne peut pas lui reprocher aujourd'hui d'avoir bloqué quelques négociations que cela. En attendant que demain peut-être une autre voix se fasse entendre pour dire que attention, l'USL a fait ci, l'USL a fait ça, n'en a pas fait suffisamment. Ce serait enfin heureux qu'une voix se fasse entendre officiellement pour dire l'USL a fait ceci, l'USL a fait cela. Jusqu'ici, on n'a encore vu personne. On a vu des bruits de papier, des bouts de papier, pardon, des bruits de couloir, on en a entendu, qui disent l'USL a décidé de faire cavalier seul, l'USL, l'arrogance de l'argent, ainsi de suite. Mais on ne voit encore personne oser sortir à visage découvert pour porter de telles accusations. Moi, je vous le dis ici aujourd'hui, je vous ai restitué les faits. Que chacun s'en tienne aux faits. Les faits sont vérifiables. Qui a dit qu'il y va aux élections seul et demande au reste des partis d'opposition de le rejoindre sur sa liste? L'USL n'a jamais, à aucun moment, sorti un communiqué allant dans ce sens-là, mais l'USL réaffirme qu'elle travaille à pouvoir répondre, s'il le faut, au nom de l'opposition, aux attentes des populations, mais nous sommes toujours restés dans les négociations. Pour preuve, le 15 décembre 2018, lors de notre congrès extraordinaire de mise en conformité, d'éminentes personnalités, d'éminents responsables de partis politiques ont déclaré, demandé à leurs militants de soutenir la liste USL. Ils peuvent revenir sur leurs propos, leurs paroles demain. Écoutez, ça, dans l'arène politique, cela les engage. On ne jure de rien. Nous ne revenons pas sur notre parole, nous ne revenons pas sur notre engagement. C'est la marque de la maison, c'est la marque du président d'honneur. Il en a fait preuve à maintes égards. Ce n'est pas cela qu'on va lui reprocher aujourd'hui. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il va jusqu'au bout. Quand il donne sa parole à quelqu'un, il fait tout pour la tenir. Mais si à un moment donné, on se rend compte qu'il y a de la fourberie, de la ruse, puisque c'est à croire que c'est une épidémie. Parce que vous en enregistrez dans votre rang, certainement. Non, parce qu'on voit... Oui. Vous parlez d'épidémie. Je parle de la ruse parce que c'est... L'épidémie a gagné vos rangs. C'est plutôt un ancien ministre de la Justice qui parlait, je parle de cette expression empruntée à cet ancien ministre. Si on s'aperçoit, non, je parle du cadre général par rapport au président Sébastien Diabon. S'il s'aperçoit que l'engagement qui a été donné, le partenaire ou l'interlocuteur est plutôt dans la ruse et ne veut pas faire avancer les choses, on s'explique. Demain, il ne faut jamais injurier demain. Mais on se met d'accord pour se dire, ok, sur cette question qu'on est en train d'aborder, je vois que ça ne peut pas aller de l'avant. Prenons d'autres moyens pour atteindre les mêmes objectifs et revoyons-nous un peu plus loin. Ces moyens pouvant être USL,
seul au législatif. C'est moi qui le dis, c'est pas vous qui le dites. C'est vous qui le dites, mais je crois que vous faites écho à beaucoup de bruit de couloir. Ici, nous sommes là pour rétablir les faits. Et je suis là pour poser, n'est-ce pas, les questions qui trottent dans la tête de beaucoup de ceux qui... Parfois, c'est ça. Il faut vous remonter ce qui se dit, ce que vous n'entendez peut-être pas. Nous entendons tout, mais qui se dit? Nous saisissons l'occasion que vous nous donnez pour montrer la différence entre intoxication et information. Mais si au bout de ce rétablissement des faits, on revient encore aux intoxications, c'est peut-être un choix. On va constater que c'est un choix, mais nous réaffirmons, nous, et inlassablement, que les concessions que l'USL a faites sont énormes, du nord au sud. Nous avons même eu des propositions de partenaires qui ne nous laissaient à l'USL que 2 têtes de liste. Je dis bien 2 têtes de liste sur les 24. 2 têtes de liste. D'accord. Donc ce sont des faits. Ce sont des faits qui permettaient d'avancer dans les négociations. Nous avons ces documents écrits, nous n'allons pas les exhiber, ce n'est pas la question. Nous sommes en mesure, et face à l'histoire, de prouver que l'USL a fait tout ce qu'elle doit faire. Gérald Gomes, si vous étiez donné d'énumérer les partenaires de l'USL à l'heure actuelle, qui citerez-vous? Les partenaires de l'USL, vous savez, ce sont ceux qui se sont prononcés le 15 décembre. Moi je mets les noms, si vous ne voulez pas citer les noms, moi je les cite. La Renaissance du Bénin. Si vous voulez aller vite, si vous voulez aller vite, allez-y. Mais je vais donner encore une fois les réponses auxquelles les populations ont droit. Nous avons des partenaires, que ce soit PCB ou autres, on peut les citer à l'infini. Mais ce n'est pas ça, j'ai commencé par dire, ce ne sont pas des partis qui sont en cause. Cela ne correspond pas à la loi. Ce qui a été demandé, ce qui a été fait, c'est que ces responsables ont demandé à leurs militants de soutenir une liste. C'est cela qui compte. N'énumérez pas des partis, cela ne correspond pas à la loi. N'énumérez pas des personnalités, cela ne correspond pas à nos lois actuelles. L'USL a été la liste retenue pour représenter une frange de l'opposition, puisque apparemment, comme vous le dites, il y a dissension, il faut constater et avancer. Mais ne rentrons pas dans un catalogue de partis politiques. Et même si on rentre dans les détails, quelques-uns, si on doit rester au niveau de ces partis politiques, ne sont plus juridiquement ce qu'ils étaient, ainsi de suite. Donc ne rentrons pas dans ce débat. Nous connaissons ces personnalités, nous connaissons ces responsables politiques, mais ce sont les populations qui comptent, les populations auxquelles ils ont fait appel pour soutenir la liste USL lors de ces législatives-là. 64 44 02 44, 64 44 02 44, le 66 75 72 72, 66 75 72 72, c'est pour intervenir dans cette émission. Déjà, un auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous allons passer au 64. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Anselme Saint-Dior, je vous appelle depuis Calavi. Vous avez l'antenne. Oui, je salue votre invité. Bonjour, monsieur. Oui, je voudrais vous poser certaines questions. Nous sommes le début et que déjà que l'union de l'opposant cause, c'est-à-dire la liste unique des opposants cause de problèmes. Est-ce que vous ne voyez pas que déjà on constate un grand retard à votre niveau, surtout l'USL? Parce que les citoyens, c'est-à-dire les militants, votre militant, lorsque le code électoral a été voté à l'Assemblée, mais normalement, en principe, est-ce que les députés de l'Assemblée ne devraient pas se retourner dans leur commune pour vulgariser ce texte? Et aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous émettons, les Béninois posent des questions de savoir qu'est-ce qu'ils vont... C'est-à-dire les gens ne comprennent pas beaucoup de choses dans ce qui a été voté. La belle preuve, même les députés qui ont voté cette loi, il y a beaucoup d'entre eux qui ne comprennent pas grand-chose. Ça dit, quelle démarche
vous êtes en train de faire pour que les tests soient organisés et que les gens comprennent beaucoup de choses dans ces choses-là. Et ça vous manque beaucoup d'explications, d'expliquer au peuple béninois que... Nous allons prendre notre auditeur, on a perdu Anselme Kwenjo. Bonjour. Bonjour, Saturnin. Oui. Jean Coton. On vous écoute. Je salue le plateau. Monsieur Gomez, bonjour. Bonjour, monsieur Coton. Oui, je vous remercie vraiment pour toutes ces clarifications qui viennent à point nommé. Merci. Pour citer quand même les uns et les autres, en vue d'apaiser vos potentiels électeurs face à toutes ces rumeurs qui ont inondé l'opinion ces temps-ci. À la lumière de vos clarifications, je voudrais comprendre désormais que l'opposition reste comparable à un tronc d'arbre. Gros arbre, c'est pas le baobab, hein, le gigantisme, non, c'est pas ça. D'accord. Mais comprendre que c'est un gros arbre dont les branches représentent chacune de ses composantes. Et le vent de l'intoxication qui a soufflé depuis peu permet aujourd'hui d'avoir une visibilité sur cette opposition-là. Vous avez parlé tantôt de M. Fagon, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'à l'occasion de son anniversaire hier, il s'est déclaré désormais il s'est engagé désormais aux côtés de sa fille Karamato. Vous nous confirmez cette information. Si elle est vérifiée, ça veut dire que c'est les branches mortes qui sont en train de descendre de ce gros arbre-là. L'autre chose, au cours de la semaine, vous avez engagé une démarche envers la Cour constitutionnelle, vous l'avez martelé également, vous l'avez souligné sur ce plateau, pour obtenir ces clarifications sur l'article 242. Mais ne pensez-vous pas qu'une telle démarche est un peu biaisée, non conforme à la législation en cours? Alors, vous auriez pu, en principe, agir par saisine, ce qui n'a pas été le cas. Et il s'est passé quoi véritablement? Parce que quand vous parlez de son avis de conformité sur la loi, c'est effectivement sur la base d'une matière. Donc la Cour a été saisie. Il faut saisir la Cour et non engager une démarche. Parce que cette démarche, dans les 11 articles qui ont été consacrés à la Cour dans la Constitution, aucun d'eux ne parle de cette démarche que vous avez faite là. Pour finir, qu'est-ce que l'opposition fait face à l'énorme agression de notre loi, du code électoral, que les mouvanciers ont entreprise sous la bannière de restitution de choses-là pour violer notre constitution? Je vous remercie. Merci. Merci à vous, Jean Coton. Un troisième auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Saturnin Jessou. Votre nom? Sébastien Nyonrossou. Votre préoccupation? Voilà. Je salue votre invité. Bonjour, monsieur Nyonrossou. Voilà. Je vous salue d'abord pour votre franc-parler. Et nous avons constaté que nous aussi, nous sommes dans la masse populaire et nous avons constaté que l'opposition ne veut pas se mettre ensemble, mais ils sont en train de faire semblant pour pouvoir porter ces chapeaux à l'USL. Et vous voyez, parce que la chose ne serait pas facile, d'autant plus que du côté de la mouvance, malgré qu'ils ont un chef plus un président de la République, ils n'ont pas pu obtenir un groupe. Et le chef de l'État a créé 2 groupes d'abord, et les mouvanciers ont déjà créé jusqu'à 5. Et comment tout ce monde dans l'opposition vont se mettre ensemble pour former une seule liste? Je crois que la chose n'est pas possible, mais vous êtes en train de faire semblant pour porter ces chapeaux à l'USL. Il n'est pas temps que l'USL, en tant que bloc, parce que l'USL est déjà un bloc, l'USL n'est pas pour Adjavon. On dit Union sociale libérale, ça veut dire qu'il y a déjà une union, c'est déjà un bloc. Est-ce qu'il n'est pas temps de parler sincèrement que l'USL, en tant que bloc, entité, va aller aux élections avec ses alliés? Et que de dire l'USL va attendre. Non, il est temps. Parce que c'est du semblant que vous êtes en train de faire l'opposition, tout standard confondu. Parce que vous savez que la chose n'est pas possible. Il veut vous porter ce chapeau-là. Il faut que vous vous démarquez et aller aux élections quand l'USL est déjà un grand bloc.
Sébastien Nyorosso, je vous remercie pour votre parole. Merci. Un quatrième auditeur. Après Sébastien Nyorosso, bonjour. Oui, monsieur Dossou Séraphin de Defundé. Monsieur Dossou, vous allez diminuer un peu le volume de votre radio. Ah, vraiment? Votre préoccupation maintenant, s'il vous plaît. Allô? Il n'est plus là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Gabriel Kato Atita. Monsieur Kato Atita. Vous avez l'antenne. Je remercie l'invité. Merci, monsieur. Ma question est la suivante. Face aux violations massives du code électoral et face à ce que les populations elles-mêmes voient, les posters géants, les meetings qui se font, je voudrais demander des dispositions prises à l'opposition. Parce qu'en temps opportun, il ne faudrait pas qu'elle soit surprise. Nous sommes déjà heureux qu'on nous parle en termes de 2 blocs. Je ne voudrais pas que le peuple se décourage. Mais il faudrait que nous ayons un peu de clarification par rapport aux dispositions prises. Ne soyez pas surpris, chers amis. Nous voyons les posters, nous voyons un peu de tout. Il y a un code qui interdit ça. Nous voyons tout à la télévision. Chers membres de l'opposition, qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous ça un peu. Merci. Merci Gabriel Kato Atita. Mohamed continue de nous envoyer les auditeurs. Séraphin est toujours là, m'a-t-il dit. Allô? Bonjour. Nous allons au 64. Bonjour, auditeur en ligne. Oui. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Eugène Ewagnon. Monsieur Wagnon, vous avez l'antenne. Monsieur Gomez, je vous salue. Bonjour, monsieur Wagnon. Il y a 3 dimanches, vous étiez en retard sur cette même émission avec Vigile Arwancin, sans hélas présenter des excuses. Idem aujourd'hui. Bon signe, mauvais signe. Quand on sait que l'adage africain dit qui va à la chasse doit se lever tôt pour trouver le bon gibier. Monsieur Gomez, j'ai peur. J'ai peur de cette opposition tourmente, cette opposition, je dirais, inactive sur le terrain, pendant que ceux d'en face travaillent jour et nuit, se lèvent même à l'heure où il ne faut même pas se lever et commencent par travailler. Monsieur Gomez, j'interpelle, j'en appelle à la conscience de l'opposition, la dite opposition, qu'elle se réveille si vraiment elle voudrait faire ce qu'elle dit toujours, le peuple a dit, le peuple veut, le peuple nous demande. Le peuple ne vous demande pas de dormir. Le peuple ne vous demande pas de vous diviser. Le peuple ne vous demande pas de vous battre pour vos propres intérêts. Le peuple ne vous demande pas d'être en retard. Monsieur Gomez, est-ce qu'au finish, vous pensez faire honneur, je dirais même, et être reconnaissant vis-à-vis du président d'honneur de l'USL? Car lorsqu'on se souvient que lors des présidentielles, ce monsieur a investi énormément et pourtant des traites l'ont abandonné pour autre camp. Est-ce que cette fois-ci, il n'y aurait pas des traites? Et puis dites-nous, quelle est la garantie de ce peuple que vous demandez tant, ce peuple qui vous dit et vous dites, quelle est la garantie que vous faites à ce peuple-là lorsque le peuple fera votre jeu, c'est-à-dire votera massivement pour vous, opposition, et une fois à l'Assemblée, vous n'allez peut-être pas nous décevoir comme on les connaît. S'il y a eu dit à gauche, on va à gauche, à droite, et bizarrement, ce même slogan, on les a vus se jeter dans les bras du roi. Monsieur Gomez, je finirai en vous suppliant, parler autour de vous. Parlez. Sinon, vous ne faites que... en fait, vous construisez un bon lit à la mouvance. Je ne sens pas du tout une entente au sein de l'opposition. Et puis, dites-moi, où est passé Docteur Mabalo, le porte-parole? Mais il est temps qu'il vienne parler là. Il est le seul capable, avec sa bouche mielleuse, à dompter le peuple là. Bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi, Eugène Wagnon. La régie, on continue d'en prendre 2 auditeurs en plus. L'avant-dernier alors, bonjour. Nous allons préférer rester du côté du 64 qui marche mieux. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui.
Je dis bonjour à votre invité. Bonjour. Appelez-moi Mignon da Silva. Monsieur Mignon da Silva, votre Je préoccupation. vous réponds. Je ne veux pas, monsieur l'invité, je ne veux pas vous prendre au beau, mais concernant les rumeurs que USL a décidé d'aller seul aux élections, demandez à la radio sur laquelle vous êtes de vous faire passer les débats des journalistes qui ont été faits par rapport à cette rumeur. Deuxième question. Qu'est-ce que USL attend pour saisir un huissier? Demandez à l'huissier de constater les dérapages de campagne et de pré-campagne qui se font et se rapprocher de tous ceux qui sont les auteurs de ces dérapages et de prendre connaissance, enfin contact, et en même temps assigner les dates et heures, prendre des images afin de saisir un tribunal contre ces actes de violation des lois de la République. Je vous rends l'antenne. Et le tout dernier auditeur à présent. Bonjour. 64 44 02 44. Bonjour. Auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour le plateau. Oui, bonjour monsieur. On m'appelle quelqu'un Robert depuis Fagne. Robert Keke, votre préoccupation rapidement. J'ai une seule question. Et en temps, le gouvernement avait parlé de redressement fiscal à la compte de M. Adjavon qui s'élevait à des centaines de milliards. Maintenant, le code de l'électorat parle de quitus fiscal. Est-ce que c'est parce que les autres membres de l'opposition ont vu le danger venir et puis ils ont préféré rester à l'écart, ou bien c'est parce que l'ISL a des moyens et il veut prendre son destin en main? Je vous remercie. Merci, monsieur Robert Keke. Nous revenons en studio après avoir pris cet auditeur. Géraldo Gomez, je vous laisse le temps d'apporter des réponses aux préoccupations qui ont été évoquées. Merci à tous les auditeurs pour toutes leurs questions et tous leurs conseils, notamment pour les dispositions à prendre concernant les violations du code pour ce qui concerne les campagnes précoces au niveau de la mouvance, ainsi de suite, que ce soit Monsieur Katoa Tita Gabriel ou même Monsieur Mignon da Silva qui attire l'attention sur cette question. Je le prends comme un rappel, je le prends comme un conseil, même si je tiens à les rassurer que cela ne veut pas dire que rien n'est fait. Ça veut dire que notre attention est attirée davantage sur cette question-là. Il y a déjà un travail en cours et vu que cette question revient sur les lèvres de plusieurs auditeurs, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie et que nous devons intensifier ce qui se fait et qui ne soit pas forcément communiqué au grand public tout de suite avant de saisir les instances de droit. Je voulais commencer ça par ce premier élément et en profiter aussi pour exhorter les populations, nos militants, puisque nous avons aussi d'autres informations concernant les cartes d'électeurs qui seraient photocopiées par les uns, même achetées par d'autres, il paraît. Je tiens à rappeler à chaque concitoyen que la carte d'électeur n'est pas à céder. Il faut que chacun conserve sa carte d'électeur pour pouvoir exercer son droit à chaque élection dans le pays. Il faudrait qu'on le rappelle et qu'on aide nos parents dans les contrées les plus éloignées à comprendre cela. De la même façon, ce n'est pas parce que on vient photocopier votre carte d'électeur et qu'on vous donne un papier disant que vous êtes d'office membre d'un parti alors que vous n'avez jamais demandé à être membre de ce parti et qu'on vous fait croire en même temps que à partir du moment où on vous donne cette carte ou ce reçu de membre, enfin ce ticket d'adhésion à tel parti, on vous fait peur en disant attention, la loi dit qu'à partir du moment où vous êtes membre d'un parti, vous ne pouvez plus voter pour un autre parti. Ce qui est en train d'effrayer la plupart des populations auprès de qui cette démarche-là a été entreprise, je tiens à les rassurer. Et rien ne vous contraint à dire, parce qu'on vous a donné un papier d'adhésion que vous n'avez demandé à personne, rien ne vous oblige à voter éventuellement pour ce parti ou ce bloc qui vous aurait fait cette démarche-là. On tient à clarifier un peu ces situations pour rassurer
aussi bien M. Kato-Atita et M. Da Silva, que non seulement nous prenons en compte les campagnes précoces, mais également toutes autres déviances à la loi que nous observons sur le terrain, et nous sommes en train de prendre les dispositions qui s'imposent. Je voudrais maintenant revenir à M. Anselme Pendjor, qui nous alerte sur le grand retard que nous risquons d'accuser, nous l'opposition, face au calendrier et à la nécessité pour le peuple de comprendre comment les choses vont se passer. La vulgarisation des textes. La vulgarisation des tests. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous faisons les démarches, pour nous assurer que les messages que nous allons apporter aux populations lorsque nous allons descendre vers elles au moment de la campagne officielle, que nous puissions leur apporter des réponses claires. Donc nous allons continuer la tournée qui est entamée pour avoir des réponses les plus claires possibles à leur apporter. Si cette démarche n'a pas été faite par les députés comme ils l'auraient souhaité, le temps est passé pour que ces députés-là le fassent. Nous allons faire notre part de travail en informant les populations le plus exactement possible après avoir recueilli les informations les plus précises. Alors Jean Poton a donné une image qui, selon lui représente aujourd'hui l'opposition et nous rappelle la position du président de la Cour constitutionnelle qui nous demandait de saisir la Cour pour que la Cour puisse répondre par décision. Donc je l'ai dit tout à l'heure à l'occasion d'une de vos questions, qu'effectivement nous allons y souscrire. Nous allons lui soumettre un recours sur la question du 242 par exemple, pour connaître la position exacte de la Cour constitutionnelle. Et on espère avoir cette réponse avant que la compétition ne commence pour pouvoir informer nos populations sur ce qui se passe. Il lui-même a parlé des campagnes précoces, donc je tiens à rattacher sa question à celle de M. Kato-Atita et de M. Da Silva. Jean Poton demandait aussi la position du président Fagbon, qui aurait déclaré à son anniversaire qu'il serait, avec les Républicains désormais, un de vos partenaires. Oui, la question de M. Fagbon est intervenue, effectivement. On a eu une vidéo hier qui retraçait cela, mais quand on écoute bien la vidéo, non, il n'en est rien. C'est sûr, c'est la fille de M. Fagbon, Karamatou Fagbon, qui a saisi une occasion familiale pour dire que son père est avec le bloc républicain, mais rien n'en est. Il suffit bien de réécouter la vidéo. Le président Fagbon n'a donné aucun quitus ni validé ce qui a été dit. Il ne faut pas se limiter à cette rumeur. Et je crois savoir que dans la nuit, même hier, il y a eu un démenti assez formel. Donc ne nous limitons pas à cette forme de ruse encore qui gagne tout le monde. Sébastien Yonrosso estime que l'USL est en train d'être isolé pour pouvoir porter le chapeau de celui par qui l'union n'est pas effective au sein de l'opposition. Pourquoi ne pas jeter les masques et dire qu'on y va seul? Non, Sébastien Yonrosso ne parle pas de l'USL isolé. Il semble dire, d'après ce que j'ai compris, on veut faire porter le chapeau à l'USL et qu'il serait temps de montrer que l'USL, qui constitue un bloc en réalité en tant qu'union, puisque ça a été fait dans ce sens-là, a les moyens d'y aller seul. Oui, je dis, cette mission nous incombe d'être en mesure de répondre à cette attente-là. Mais qui peut le plus, peut le moins. Nous allons tout faire pour faire le plus, mais nous sommes prêts à y aller parce qu'effectivement, nous ne sommes plus seuls. Depuis le 15 décembre, nous ne sommes plus seuls. Des militants, d'autres mouvements, d'autres partis politiques sont déjà dans la marche avec nous. Nous ne sommes plus seuls. Nous y allons pour pouvoir défendre les couleurs de l'USL et choisir, j'en profite en même temps pour répondre à une question plus loin, de députés qui ne vont pas tromper les attentes des populations demain. Nous prenons le temps de la sélection. Et nous demandons aussi aux populations de regarder avant de voter, de sélectionner ceux qui ne seront pas victimes de chantage demain, de sélectionner ceux qui ne seront pas enclins au pouvoir de l'argent, de sélectionner ceux dont elles seront sûres que la mission qui va leur être confiée, ces députés vont pouvoir défendre ces missions jusqu'au bout, quelles que soient les situations dans lesquelles on va les mettre. C'est un choix des partis politiques d'abord, un choix éclairé qui doit être fait, donc il faut prendre le temps de le faire, mais c'est aussi un choix, une décision des populations. C'est en définitive ces populations qui doivent dire entre X et Y, entre Pierre et Paul, nous choisissons Pierre parce que nous savons que l'exécutif ne va pas le faire chanter demain.
parce que l'exécutif n'a aucun dossier sur lui, parce que par rapport à la gestion de ce pays, peut-être, il n'a pas trempé dans X ou Y affaire et que demain, en lui sortant ça, il va devoir se ranger pour qu'on ne le poursuive pas. Ça revient aux populations de prendre cette décision, de tenir compte de tous ces critères pour pouvoir apprécier, juger et décider de qui on envoie à l'Assemblée. C'est extrêmement important. Nous, les partis ne peuvent pas avoir les choix les plus absolus. Il revient toujours aux populations de décider. Nous, à l'USL, le travail que nous allons faire, c'est de proposer aux populations ce dont nous sommes le plus sûrs. On ne peut jamais jurer de quelqu'un à 100%. Mais nous avons l'humilité de dire que nous faisons un travail préalable pour proposer aux populations des gens qui ne seront pas sujets à des pressions demain pour devoir se ranger dans un camp ou dans un autre. La question du redressement fiscal est liée au quitus fiscal. Est-ce pour ça que les autres partis de l'opposition prennent leur distance vis-à-vis de l'USL? C'est Robert Keke qui non, pose la question. Ça n'a pas d'incidence, puisque le redressement fiscal dont il parle, c'est sur des sociétés de M. Adiavon pour l'instant. Donc, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ce ne sont pas les sociétés qui seront éventuellement candidats. S'il était candidat aux législatives, ce ne sont pas les sociétés qui sont redressées qui se portent candidat. C'est l'individu qui se porte candidat. Donc, il faut analyser les situations. Et ça n'a jamais été en ligne de compte par rapport aux positions des uns et des autres. Je ne crois pas que ce soit logique de le penser. Franchement, ça n'a jamais été évoqué. Et je ne pense pas qu'il faille faire tort à ses partenaires qui l'auraient évoqué dans une discussion ou pas. Je n'en ai jamais entendu parler, en tout cas. Nous avons 2 minutes pour finir cette émission. Eugène Ouaignon qui oui, vous interpelle qui m'interpelle. Sur votre retard. Oui, bon, peut-être que je ne l'ai pas été assez clair, aussi bien avec Virgile Laronsec, avec vous-même. Les excuses ont été présentées en début d'émission. S'il ne les a pas entendues, je les représente. Mais ce n'est pas parce qu'on dort, puisque de façon plus globale, c'est l'interpellation de Eugène Ouaignon. Il ne souhaite pas avoir une opposition qui dort, une opposition qui soit en léthargie. Je suis d'accord avec lui. Mais tout ce qui se passe sur le terrain n'est pas forcément dit partout. C'est peut-être le reproche qu'il peut nous faire, ne pas faire connaître ce que nous sommes en train de faire sur le terrain. Mais il doit savoir, pour être très impliqué, d'après ce que je comprends, dans les activités politiques sur le terrain, qu'il y a un grand travail qui se fait à la base, qu'il y a un grand travail qui se fait avec des partenaires, qu'il y a un grand travail qui se fait avec des responsables locaux au niveau de l'USL, où nous avons fortement accordé la confiance à des gens au plus proche des populations, c'est-à-dire dans les quartiers, dans les arrondissements, pour pouvoir gérer les affaires du parti. Nous avons déconnecté, si vous voulez, un fonctionnement trop hiérarchisé pour éloigner la base du sommet. Nous ne l'avons pas souhaité. C'est pour ça que nous avons pris le temps depuis 2016, le deuxième semestre 2016, de constituer notre base pour pouvoir rester au plus près des populations. Et il a fait une grande déclamation d'amour à Donclam. Je ne peux pas laisser passer. Je tiens à le rassurer, si, et vous me permettez... Hein, allez-y rapidement, 5 secondes, parce que... S'il le souhaite et s'il a le temps, qu'il soit câblé devant sa télévision ce soir, il verra Donclam Abalo qui sera sur une autre émission ce soir à la télé. C'est pour ça qu'il n'est pas là ce matin, il ne peut pas le faire. Merci Géraldo Gomez d'avoir répondu non seulement aux questions des auditeurs mais également aux nôtres sur cette émission. Géraldo Gomez, je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint chargé des questions stratégiques de l'Union sociale libérale. Avec vous, on aura évoqué les dernières actualités au sein de l'opposition, au sein de l'USL. Mesdames, Messieurs, Mohamed Liamidi a assuré la mise en onde de ce numéro. Virgile Laronsec vous retrouvera certainement dimanche prochain. Saturnin Diosso, c'était un plaisir pour moi de vous avoir tenu compagnie. Merci de nous avoir suivis.